donc de table ronde. Alors, j'aime pas trop parler de table ronde parce que l'idée, c'est vraiment d'un échange. Donc, table ronde suivie d'un échange, d'une séquence d'échanges. Ce nouveau cycle a commencé donc le mois dernier. C'est un cycle mensuel qui se déroulera de novembre à juin avec des dates vous pouvez le voir, plutôt mi-mois. Nous avons 8 thématiques à vous proposer. 8 thématiques qui vont traverser les RH, la blockchain, cybersécurité, le hors-site, la ville productive, les 5G et systèmes embarqués, la mobilité durable, les RH mais plutôt au niveau innovation, et la ville durable ou intelligente. Des sujets transverses, évidemment, qui parlent à tout le monde, mais des sujets qui vont possiblement vous intéresser en tant qu'expert. Donc, on vous incite fortement à venir sur le lieu de Saisie Nanterre pour participer, échanger vos idées, avoir de l'inspiration pour vos projets, parce que le plus d'interférences, c'est quoi? C'est évidemment un échange et c'est proposer des idées mises en place à court terme ou moyen terme, des choses qui vont vous permettre d'avoir, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire, dans quoi on s'embarque. Ce n'est pas des projections à long terme, c'est vraiment échanger sur des choses opérationnelles. Donc, on vous incite à venir ou à regarder via Twitch. Aujourd'hui, on a des gens qui nous regardent à travers l'écran. Merci à eux de nous suivre. La chaîne Twitch Saisie, donc facile d'accès. Vous vous inscrivez juste sur votre compte et vous pouvez avoir accès n'importe quand à la chaîne Twitch. Possiblement des replays sur la chaîne Saisie YouTube, où vous retrouverez une semaine à peu près après l'interférence du jour, le replay. On remercie l'ensemble des intervenants qui seront disponibles pour nous, qui vont vous apporter des connaissances et qui seront là pour échanger. Échanger avec quel public? Le public, c'est, on va dire, tout le monde, j'ai envie de dire, c'est des professionnels. Nous, en tant qu'école, on incite nos tuteurs, nos partenaires, toute notre connexion et évidemment les apprenants. Les apprenants, c'est vous apprendre à créer votre réseau. C'est dans ce genre d'événement que vous allez pouvoir rencontrer des professionnels et vous inspirer et avoir une perspective sur vos projets professionnels. Vraiment, l'idée, c'est une connexion, une interférence d'ensemble des publics et de thématiques. Aujourd'hui, donc, bienvenue à l'ensemble des personnes présentes physiquement, mais évidemment qui nous suivent également via le live. Merci à toutes les équipes transverses qui nous aident à organiser ce genre d'événement. Le domaine aujourd'hui de formation avec Caroline Patou qui représente aujourd'hui le département étudiants et formation informatique, système d'information aujourd'hui présente. Et je vais laisser la parole donc attendez, je vais juste passer à Rima S qui va coordonner cette table ronde sur la blockchain au service de la cybersécurité, une alliance possible pour une entreprise plus sûre. Merci à tous. N'oubliez pas, si vous avez la moindre question, vous envoyez un mail à interférence@saisie.fr et je me ferai le plaisir de vous répondre. Merci Rima, à toi d'être là pour animer cette table ronde et faire l'introduction. Et on se retrouve très prochainement. Bonjour, je suis Rima Hlaïs, enseignante-chercheuse à Saisie Nanterre depuis septembre 2021. Et avant cette date, c'est comme ça. Et avant cette date, j'étais à la faculté de génie de l'université libanaise, donc pareil pour un poste similaire, maître de conférence. Et de départ, je suis diplômée d'un doctorat télécommunication de Télécom Paris. Je suis ravie de vous accompagner cette soirée pour notre table ronde qui est organisée par le département SE2I, Système embarqué électronique, informatique et innovation, et particulièrement par l'équipe informatique dont je suis membre. Je tiens à remercier l'équipe informatique pour l'organisation. Aussi Madame Josiane Duche, qui est notre responsable d'unité, et Madame Caroline Patou, qui est la responsable du département, pour la confiance qu'on m'a attribuée pour coordonner et animer cette table ronde.
je tiens aussi à remercier Monsieur Belgassim pour m'accompagner durant les longues réunions et très riches réunions de synchronisation avec nos intervenants. Je remercie aussi Régis et Pascal pour leur disponibilité face à mes sollicitations qui étaient souvent pénibles. À tous ceux qui ont contribué à l'aboutissement de cet événement, donc à vous, cher public, qui est sur le site Nanterre, dans cette salle, et au public qui est avec nous sur la chaîne Twitch Saisie, je vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté à notre table ronde. Chers intervenants, donc permettez-moi, avant de vous inviter à me joindre à la table ronde ici, de faire une petite introduction sur la table ronde qui va partir donc de la cybersécurité en premier lieu, puis à la blockchain. Donc cette table ronde est dédiée à ces deux thématiques, cybersécurité et blockchain. Ce sont deux thématiques qui sont au cœur de la transformation numérique. Et je veux bien citer que la cybersécurité, c'est une option de spécialisation en dernière année de formation sciences de l'ingénieur, ingénieur numérique dans notre département. Et c'est une option qui ne cesse d'attirer des apprenants. Et à ce jour-là, donc si on va compter à partir de 2019, on a à peu près une cinquantaine de diplômés dont on est vraiment très fiers. On est tous d'accord qu'on vit dans une ère numérique où les transactions et les interactions en ligne sont en croissance qui est très significative. Il y a aussi les données. Donc les données aujourd'hui ont une importance qui est de plus en plus primordiale et forment un carburant essentiel pour la performance. Donc vous connaissez très bien en intelligence artificielle, tout le monde en parle. Donc le carburant essentiel de l'avancement de l'intelligence artificielle, ce sont les données. Donc c'est basé sur les données. À côté des données, donc, qui sont maintenant donc, un capital qui est très important, immatériel d'une organisation, il y a le système d'information. Donc le système d'information comprend tout ce qui est ressources humaines, matérielles, tout ce qui est processus, tout ce qui est données, tout ce qui est réseau, interconnexion. Et on est d'accord quand le système d'information, il fonctionne bien, il est performant et il est très riche en données. C'est dans ce cas-là qu'il va attirer les cybercriminels ou bien les cyberattaques. Pour information, donc je vais vous donner des chiffres qui datent de l'année 2022. On a une attaque chaque 39 secondes. Stéphane n'est pas content. Il dit qu'il y a beaucoup plus qu'une attaque chaque 39 secondes dans le monde. Et en France, il y a une attaque à peu près chaque 8 heures. Et la France, c'est un pays qui est parmi les pays qui sont les très visés par les cyberattaques. On parle de 9 Français sur 10 et qui ont subi un acte de cybermalveillance. Donc, face à ces actes de cybermalveillance, qu'est-ce qu'il faut faire? Et quels sont, si vous voulez, les acteurs de ces actes de cybermalveillance? Donc, les acteurs sont les cybercriminels. Sur la photo, c'est moi. Je ne suis pas un cybercriminel, mais c'est Pascal qui ne m'a pas donné la photo dont j'ai envie d'avoir. Donc, je me suis prise une photo avec la hoodie de mon fils. Et là, j'étais en train de préparer la présentation. Ce n'était pas du tout de la cybercriminalité. Donc, on est tous d'accord que dans le cas où on a subi une certaine attaque, une cyberattaque, je parle des cyberattaques, donc ça peut être un vol de données, ça peut être un chantage, donc il y a des menaces derrière, quelqu'un qui va vous menacer de donner de l'argent, il va vous menacer de publier vos données, vos informations.
ou bien de vous empêcher de travailler. Et là, on est d'accord qu'au quotidien, c'est quelque chose qui est très anxiogène. Donc, on va essayer de l'éviter. Maintenant, les cybercriminels, c'est qui? Donc, ça peut être des individus qui travaillent en solo, et ça peut aussi être des gens qui sont organisés entre eux, donc partout dans le monde, et qui travaillent sur des missions, donc on va dire en groupe. Leurs cibles aussi sont variées, donc ils peuvent cibler des individus, pareil, aussi que des organismes de différents types, que ce soit privés, publics, des banques, des hôpitaux, etc. La motivation, donc pareil, donc la motivation, ça peut être de l'espionnage tout court, ça peut être un vol de données au niveau individuel pour être suivi par un chantage et une menace. Et ça peut être aussi une suspension de travail. Donc, il y a vraiment différents types de motivation. Comment ils font ça? Donc, ils vont surtout exploiter des failles qui sont de nature ou bien technologique ou bien humaine pour essayer de pénétrer dans vos systèmes et sur vos données. Leur menace, on est d'accord que puisqu'on est dans un monde qui est trop numérique, on est sollicité dans nos vies personnelles aussi que nos vies professionnelles. Donc, et par suite, ça, les attaques, si vous voulez, donc, deviennent de plus en plus dangereuses. Donc, c'est pourquoi il faut faire attention. Et le point d'entrée principal dans la majorité des attaques, donc c'est le point d'entrée principal, c'est pas le seul, c'est l'être humain. Donc là, c'est vraiment, il faut être très vigilant. Donc si on va parler de mode de vie, donc on va essayer de nous éloigner un petit peu du numérique. Dans notre mode de vie classique, donc on fait attention à notre santé, on fait du sport, donc on respecte un certain régime alimentaire, donc tout ça dans le but de préserver son capital santé. Donc dans ce but-là, on est en train de faire ça donc pour avoir une bonne santé et des fois pour retarder certaines échéances, peut-être la vieillesse, pour essayer d'éviter à certains virus. Si vous vous rappelez, quand on est passé par la période Covid, donc on nous a expliqué qu'il faut avoir toujours un gel hydroalcoolique donc pour se laver les mains. Il faut respecter des gestes barrières, donc il faut porter des masques. Donc tout ça, c'était, si vous voulez, des dispositions qu'on a été obligé de respecter. Et en conséquence, on a pu freiner le virus aujourd'hui. Et dans le cas numérique, on est invité à faire pareil, donc des gestes barrières maintenant qui sont numériques, et pour lutter contre des virus qui sont donc de type numérique. Bon, certainement, donc, ce qui va faire ça, s'occuper de ça, c'est la cybersécurité. Donc, la cybersécurité, c'est un ensemble de mesures et des techniques qui vont être déployées donc, dans le but d'identifier les risques, empêcher les attaques, vous protéger les systèmes contre les attaques ou bien les cyberattaques. Donc, il y a différentes techniques. Peut-être on va avoir le temps de discuter un petit peu avec nos intervenants. Certainement, donc, comme toute technologie, donc, comme toute technique qu'on va utiliser, elles vont avoir des limites et aussi des challenges ou bien des défis. Donc, on va aussi parler de ça. Particulièrement, donc, un défi que tout le monde connaît, c'est vraiment la taille énorme de données qu'on est en train de gérer et la complexité des systèmes d'information dans les organisations. Donc ça, c'est quelque chose qui va être comme défi à la cybersécurité. Et bien sûr, la cybersécurité, elle évolue au fur et à mesure avec l'évolution de ces défis. Bon, maintenant, je vais vous parler de blockchain. Peut-être vous allez vous demander, je suis passée de la cybersécurité à la blockchain d'une façon qui est, bon, ça va vous paraître un peu brutal.
Mais franchement, c'est fait exprès. Donc moi, je veux bien, dans mon introduction, que vous ayez une idée sur la cybersécurité, donc en tant que rappel, peut-être un peu plus sur la blockchain, puisque peut-être pas tout le monde connaît un peu comment ça fonctionne et de quoi il s'agit. Et je veux bien que vous ayez des points de réflexion, donc chacun selon ce qu'il connaît déjà sur le domaine et comment il va voir la relation ou bien une certaine corrélation, si vous voulez, entre la cybersécurité et la blockchain, pour pouvoir après suivre l'échange avec nos intervenants. Donc la technologie blockchain, quand elle est apparue au départ, elle est apparue dans les années 2009 avec la Bitcoin. Donc la Bitcoin qui... C'est correct, Jonathan, tu rigoles? C'est vrai les dates. D'accord. Donc en 2009 avec la Bitcoin, donc la Bitcoin c'était la crypto-monnaie. Donc la crypto-monnaie Bitcoin c'est une technologie blockchain, mais la blockchain en tant que terme blockchain est apparue l'année suivante en 2010 et donc c'est la technologie maintenant qui peut être utilisée donc avec différentes applications, c'est ce qu'on va voir. Et ce que je vais essayer d'expliquer d'une façon qui est simplifiée. Donc la blockchain, vous avez sur ce graphe-là donc tous les éléments qui interviennent dans cette technologie-là. Je vais commencer par le premier. Donc le premier, c'est un bloc qui va contenir les données qui peuvent être sous forme de transactions. Avec ces données-là, il va y avoir une signature de temps, donc temps, heure, etc. Donc c'est la date et l'heure à laquelle cette transaction a eu lieu. Il va y avoir aussi un hash qui comprend les informations du bloc précédent qui ont subi une opération de cryptographie. Et ces informations-là vont faire de façon que le bloc numéro n plus 1 va être toujours relié au bloc numéro n. Donc c'est ce qui fait, si vous voulez, que votre chaîne en blockchain, c'est une chaîne qui est inaltérable. Donc vous voyez comment les blocs sont reliés d'une façon qui est inaltérable. Donc ces blocs-là vont être enregistrés dans un registre qui, lui, c'est une base de données qui est distribuée, donc, on va dire, distribuée partout. Donc là, vous voyez, c'est une distribution donc, qui peut être partout dans le monde. On est d'accord. Donc, sur ces nœuds où les registres vont être distribués, donc, on va avoir différents types de nœuds. Il va y avoir des nœuds qui ont les rôles de stockage, les nœuds qui ont les rôles de minage et les nœuds qui ont le rôle de validation. Quand je parle de validation, donc imaginez que je vais ajouter une transaction quelconque dans mon bloc. Par exemple, Julien va transférer 50 € à Lise. Donc la validation consiste à vérifier si Julien a dans son compte 50 € et est-ce qu'il peut transférer ces 50 € à Lise, par exemple. Donc c'est une validation qui est relative à la transaction telle qu'elle. Donc ces nœuds-là vont valider cette transaction. Une fois cette transaction elle est validée, on peut la stocker dans le bloc. Bon, et une fois le bloc est bon, donc on va le mettre dans le ledger ou bien dans le registre. Là, il va y avoir une autre opération qui est au niveau du proof of work. Donc ça, c'est un mécanisme de consensus qui va avoir lieu au niveau maintenant des nœuds de minage. Ces nœuds-là vont avoir comme une sorte d'un problème mathématique qui est très compliqué. Ils vont essayer de le résoudre. Et le premier mineur qui va arriver à trouver la solution de ce problème mathématique, donc c'est lui qui va pouvoir insérer le bloc dans la blockchain. Bien sûr, il va insérer le bloc, il va avoir un certain reward ou bien un cadeau, on va dire. Dans le cas de la Bitcoin, le reward qu'il va avoir, c'est une portion de la Bitcoin. Pourquoi en blockchain nos données sont en sécurité? Donc justement à cause des algorithmes de cryptographie. Pareil pour la validation qui va être faite
en utilisant différents nœuds qui vont valider. Donc ça, c'est pour assurer plus de décentralisation. Donc il n'y a pas une autorité unique qui va valider un bloc. Non, au contraire, le bloc va être validé par un ensemble de nœuds. La fiabilité et la transparence aussi, puisque une fois vos données sont enregistrées dans un bloc, il est impossible de les modifier, d'une part, et il est impossible de les supprimer. Bon, sauf si on va supprimer le bloc tout entier. Donc là, la traçabilité, elle est garantie. Bon, bien sûr, comme toute technologie, pareil, elle va avoir quelques petits défauts ou bien petits éléments à discuter un peu plus, peut-être à aller un peu plus en détail. Vu que les mineurs vont avoir des problèmes mathématiques qui sont très complexes et qu'ils doivent solliciter des serveurs qui sont très puissants pour les résoudre, cette technologie, donc il y a donc une vision qui dit que cette technologie, c'est une technologie qui dépense beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est parmi ses points faibles. Et pareil, le nombre de transactions qu'on peut traiter donc, par seconde en utilisant cette technologie, c'est un nombre qui est limité en comparant avec les technologies qui existent maintenant dans notre vie classique. Bon, ceci n'empêche que la blockchain, donc, elle est utilisée à part la Bitcoin, donc, qui était le départ ou bien la naissance de la blockchain. Donc on va la trouver aussi en industrie du luxe. Et bon, là, j'ai profité, puisque c'est la saison des cadeaux, j'ai dit comme ça, je vous encourage à faire des beaux cadeaux. Donc là, il n'y a plus de stress. Si quelqu'un a envie d'acheter une Lamborghini, on va imaginer, donc cette Lamborghini, elle va venir avec son carnet numérique, donc qui est enregistré dans un registre de la blockchain. Donc toutes les informations depuis la fabrication de cette voiture, vous allez la trouver dans ce bloc-là. Les entretiens que cette voiture a subis, par exemple, s'il y a eu des modifications de pièces, donc tout ce qui est compris, pareil, si elle a changé de propriétaire, donc elle a été achetée, elle a été vendue, etc. Donc tout ça va être gardé dans ce bloc-là. Et puisque les blocs, on ne peut pas les toucher, donc ce sont des blocs qui sont vraiment très protégés, très sécurisés. Donc vous êtes sûr qu'en achetant un tel produit ou bien une telle voiture, on va dire, on est sûr que c'est bon, c'est pas contrefaçon, et on a toutes les informations nécessaires sur la vie, si vous voulez, de cette voiture ou bien de cette pièce. Bon, comme ça, je vous encourage. Bon, maintenant, j'invite nos intervenants de la table ronde à me rejoindre à cette table. Et je vais leur demander aussi gentiment de se présenter à tour de rôle, s'il vous plaît. Merci Rima, bonsoir. Merci pour l'invitation. Donc Stéphane Cohen, je suis expert cybersécurité chez BNP Paribas dans les équipes IT Group. Je travaille principalement sur tout ce qui est partie analyse de risque, différents sujets, les mobiles et autres, et aussi sur la partie blockchain, où j'ai pu participer au campus cyber à la rédaction du catalogue d'attaque. Voilà pour résumer. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Jonathan Liskevich, je suis entrepreneur depuis de nombreuses années, depuis mes études pour tout dire. J'ai quitté le monde de l'éducation pour ma première start-up quand j'avais 20 ans. J'ai travaillé 5 ans pour une application de diagnostic médical. Et ensuite, quelques années après, j'ai lancé un protocole de pari décentralisé sur la blockchain. Donc l'idée, c'était que de la création du pari jusqu'à la résolution en passant par la répartition des gains, tout puisse être traçable et décentralisé. L'application s'appelle Yes or No. On a fait une belle ICO en 2021 et aujourd'hui, on a 2 licences de jeu. Une à l'étranger à l'île de Man et une en France auprès de l'ANJ, l'autorité nationale des jeux. Aujourd'hui, je monte une nouvelle boîte qui s'appelle le BAS, Blockchain as a Service, et c'est un service qui permet à tous les développeurs, pas experts en technologie blockchain, de créer des applications sur cette technologie.
Donc l'idée, c'est de pouvoir allier blockchain privé et blockchain public et d'apporter des SDK et des librairies qui permettent un développement facilité et de pouvoir passer de l'IT au produit avec un go-to-market très rapide sans passer des mois et des mois à réinventer la roue et en développant des outils très complexes. Merci. Bonjour, Didier Moreau. Moi, je suis ingénieur électronicien de formation et spécialisé en télécom. Donc, je suis venu à la cybersécurité par ses aspects régaliens et souverains. D'abord en travaillant à la SAGEM, où on fournissait des terminaux sécurisés pour typiquement le ministère des Affaires étrangères, qui doit relier Paris à ses ambassades par sécuriser. Bon, j'ai un certain nombre d'anecdotes là-dessus, si ça je pourrais les partager. Ensuite, j'ai surtout travaillé chez Alcatel, maintenant Nokia, dans le déploiement des réseaux 2G, 3G, 4G, un peu 5G. La problématique de sécurité avait été envisagée dès le début, d'ailleurs à l'initiative des Français, il faut bien le dire. Ce qui fait que, comme ça a été conçu dès le début, il y a assez peu d'attaques qui concernent la partie radio. Ensuite, pour faire court, en 2014-2015, je me suis replongé à fond dans la cybersécurité. C'était à la demande comme Alcatel vend et Nokia vendent toujours des produits et leurs services aux États-Unis. La NSA, la National Security Agency, nous avait demandé de passer un audit. Donc j'étais responsable de passer l'audit constructeur. Bon, vu l'audit, ça consiste à chercher des vulnérabilités. Bon, c'est pas très difficile à trouver, franchement. Bon, j'avais aucun problème. Par contre, c'est quand il a fallu écrire, certifier que nos systèmes étaient complètement sécures. Là, j'avoue que j'ai écrit un peu d'une main tremblante, comme on dit. Aujourd'hui, je suis consultant et formateur en cybersécurité chez... Monsieur Moreau, si vous voulez bien rapprocher peut-être vos micros, je vais vous donner celui-là, parce qu'on ne vous entend pas très très bien. Je suis Voilà, je vais vous donner celui-là, peut-être qu'on vous entendra mieux. Je suis formateur chez Starinux, l'association pour la promotion du logiciel libre, et je fais régulièrement des ateliers orientés cybersécurité, donc je pourrais en parler en détail. Et accessoirement, je suis aussi membre d'une société d'investissement qui s'intéresse au financement des startups, et je suis le référent technique sur tous les problèmes IT, toutes les problématiques IT. En complément, je représente BNP Paribas, donc à ce titre, je ne suis là pour parler que de la cybersécurité, de la blockchain et des attaques et de la technologie. Je ne pourrais pas répondre à d'autres questions. Ce dont je vais parler, c'est uniquement des projets qui ont été publiés, on a des informations dessus, et donc je risquerais, au cas où certaines questions, de ne pas pouvoir répondre. Dans ces cas-là, je renverrai vers les services de communication de la banque. Merci. Durant les échanges, j'ai choisi de faire apparaître les petits points de réflexion sur lesquels on va échanger ensemble pour que le public puisse garder un peu le fil conducteur des échanges. Donc, en premier élément, je pense qu'on est tous curieux de savoir dans le quotidien, dans vos entreprises, dans vos travails, comment on ressent la cybersécurité. Si en plus je vais demander à un expert en cybersécurité ou bien un ingénieur en cybersécurité comment ça se passe sa journée, ça ressemble à nos journées à nous ou qu'est-ce que vous faites de particulier? C'est bon. Je peux répondre sur l'aspect opérationnel. Quand même, la cybersécurité, c'est quand même un domaine assez vaste, donc je peux parler de mon expérience les plus récentes, il y a un an. Par exemple, il y a un an, j'avais une mission de ce qu'on appelle le maintien en conditions de sécurité. Donc c'était la première tâche. Bon, c'était je ne veux pas trop m'étendre sur les détails parce que il y a toujours des problèmes de confidentialité. Donc pour faire simple, on va dire que c'était une entreprise du secteur numérique qui a un parc informatique d'une centaine de machines. Et la première chose à faire, c'est déjà d'identifier très précisément son parc informatique et de regarder quotidiennement quelles sont les vulnérabilités. Donc les vulnérabilités, pour les regarder sur le plan pratique, ce que l'on fait, c'est qu'en France, on a quand même un organisme qui est très compétent, c'est l'ANSSI,
l'Agence nationale de système des sécurités informatiques, qui publie des alertes, des alertes et des avis. Bon, les alertes et les avis sont basés sur ce qu'on appelle des CVE, des Common Vulnerability Exposure. Donc, en fait, c'est pas qu'au niveau français, tous les organismes aux États-Unis, c'est des États-Unis par le NIST, le bureau des standards américains, par les Allemands, tout le monde a grosso modo a des équipes qui surveillent les vulnérabilités. Donc si à partir du moment où vous avez bien identifié votre parc informatique, vous pouvez faire des listes, faire des outils qui recherchent sur les CVE et regarder si les CVE vous concernent. Elles sont classées en sévérité d'une échelle de 1 à 10. À partir de là, vous regardez si vous êtes concerné, donc déjà ça réduit un peu la liste. Vous regardez ensuite si elles s'appliquent, si elles sont exploitables, et si le fait que vous ayez d'autres, elles sont brutes, ces CVE. Donc il faut regarder, par exemple, si votre environnement, par exemple, vos firewalls vous permettent de dire bon, c'est pas grave, celle-là elle n'est pas exploitable, je suis pas content, j'ai pas de risque d'attaque. Par contre, de temps en temps, il y a des alertes qui sont assez sévères. Je me rappelle par exemple l'année dernière d'un avis, d'une alerte sur OpenSSH. OpenSSH est très utilisé dans les systèmes, dans l'administration quotidienne. Bon, elle est arrivée, c'était en juillet 2023, donc elle est arrivée comme ça le matin. C'était un peu le mode panique, tout le monde regarde. À la fin de la journée, bon, c'est aperçu, bon, c'est pas très grave, on est protégé par les firewalls. Donc voilà typiquement le genre d'activité. Donc après, il faut passer aussi à la sécurisation du système. Grosso modo, la sécurisation du système, ça consiste à être à jour vis-à-vis des failles, des correctifs, des patchs que publient les éditeurs. Ils en publient beaucoup. Microsoft, c'est pratiquement toutes les semaines, tous les jours même. Dans l'environnement Linux, c'est un peu moins fréquent. Moi, je prêche un peu. Enfin voilà pour un des aspects très opérationnels récents. Bon, par contre, après, je peux... Stéphane, vous voulez ajouter quelque chose? Je vais peut-être laisser la parole à d'autres. Donc en termes de cybersécurité, un point qui est important, c'est de se rappeler en fait que pour beaucoup d'entreprises, c'est quelque chose qui est important. Quand en fait une nouvelle personne arrive dans beaucoup de grands groupes, tels que la BNP, on a un e-learning sécurité. Ça veut dire que dans les premiers jours, il faut qu'il fasse une formation qui est censée être pédagogique, sous forme de scénario, questions-réponses, pour amener les personnes à se poser les bonnes questions et à prendre les bons réflexes de cybersécurité. C'est quelque chose qui est fait globalement sur énormément d'entreprises pour toute personne, interne ou prestataire. Ça permet déjà de donner un premier niveau. Après, sur ta question de qu'est-ce que c'est en termes au niveau journalier, il y a énormément de façons de travailler dans la cybersécurité. Des gens qui sont techniques, qui vont avoir la main sur les machines, qui vont faire du patch, qui vont vérifier le maintien en conditions opérationnelles, des gens qui vont faire plus de la veille, des personnes qui vont être là pour regarder, réagir aux incidents. Il y a en fait un panel extrêmement large selon vos appétences, qu'elles soient techniques ou autres, et les champs vers lesquels vous voulez travailler. D'accord, merci. Bon, maintenant, si, pareil, toujours dans notre curiosité, donc nous, on connaît les grands problèmes, les grandes cyberattaques, on entend parler de ça, mais dans la réalité, si vous voulez, des statistiques sur les différentes attaques. Est-ce que vous pouvez nous donner des statistiques? Là, on a préparé une slide. Alors, là, on a une slide qui est assez intéressante, qui vient de l'ANSSI. Donc, vous voyez quand même que, je ne sais pas si tout le monde voit, que le gros des attaques, c'est quand même sur les TPE, les PME, les ETI, les entreprises de grosse et de moyenne taille. Ça, c'est des attaques qui ont réussi, donc qui ont pénétré les systèmes. Alors l'ANSSI, alors ça, c'est aussi un point important, c'est que l'ANSSI ne répertorie que les attaques qu'on lui a signalées. Il y en a vraisemblablement beaucoup plus. Donc on voit quand même que la grosse majorité des attaques, c'est sur les PME, TMI. Bon, c'est un peu normal, ça fait que le problème de la sécurité n'est apparu que très récemment. Moi, je travaille dans la cybersécurité sur la partie infrastructure radio depuis 2012-2013, mais pendant longtemps, on a prêché dans le désert. La sécurité,
quand je parlais de sécurité, le réflexe c'était ah oui, c'est les gens qui nous embêtent avec les mots de passe. Donc vous voyez, ça a été comme ça. La situation s'est renversée, grosso modo, à partir du Covid. Bon, là, c'est devenu plus sérieux parce que les entreprises ont été obligées de travailler en télétravail et les gens ont été obligés de mettre en route des VPN, typiquement. Les grands groupes, comme chez Alcatel, on avait implémenté ça depuis des années. Donc la transition du Covid a été beaucoup plus facile. Par contre, toutes les TPE, les PMI ont été... un secteur qui est aussi très attaqué, c'est les hôpitaux. Les hôpitaux, l'argument c'est que dans un hôpital, on est dans l'univers bienveillant, donc les questions de sécurité, ça embête. Peut-être la culture, ils n'ont pas la culture. Ils n'ont pas la culture, oui, simplement. Oui. Et il y a aussi des considérations beaucoup plus terre à terre, simplement que dans les hôpitaux, c'est les médecins qui font la loi. Oui. Et quand ils s'est agi d'embaucher des experts en cybersécurité, ils se sont trouvés que au niveau des grilles de salaire, les grilles de salaire ne collaient pas du tout et les chefs de service ne comprenaient pas que les gens soient autant payés. Donc simplement, ils n'ont pas eu le personnel. Oui, pourtant, c'est des raisons aussi. Souvent, c'est des raisons aussi basiques. Hein. Oui, et pourtant, les données dans les hôpitaux sont très sensibles. Elles sont très sensibles et elles sont très intéressantes pour les hackers. Oui, justement. Ouais. Tu vas après, tout le monde est attaqué. Hein, ça dépend de l'intérêt de la cible. Alors, pour compléter, en effet, tout le monde est attaqué. Il y a des attaques qui sont plus ciblées ou des attaques génériques. Je reprends quelques notes par rapport à ce qui a été indiqué par l'ANSSI, donc en fait qui fait un panorama de la cybersécurité tous les ans. Celui-là date de février, donc le prochain qui sortira va forcément évoluer, mais on voit une sophistication de certaines attaques, un espionnage stratégique industriel. C'est vraiment des choses qui sont mises beaucoup plus en avant, ainsi que les mobiles, professionnels ou personnels. Et là, c'est vraiment des attaques ciblées sur lesquelles en fait on va devoir se protéger. Il y a beaucoup de rançongiciels, en fait, des logiciels type virus qui vont chercher en fait à chiffrer vos données pour que vous ne puissiez plus y accéder. Et par rapport à ça, on demande une rançon. Les hôpitaux sont un bon exemple. Aujourd'hui, un hôpital, en termes IT, avant tout, il faut que ça tourne. Le patch, redémarrer les machines, arrêter, c'est compliqué. Ils ont besoin de faire des scans quasiment toute la journée. Ils tournent en 24/7 et justement, il y a une évolution de la réflexion en termes de cybersécurité sur quelques industries, dont le médical, où ils ont commencé à prendre plus ces considérations. Quand ils ont vu que certains hôpitaux étaient bloqués pendant des semaines ou des mois à tourner au ralenti, comme d'habitude, c'est le moment où on a hélas un drame, qu'on se rend compte des moyens qui étaient déjà nécessaires pour s'en protéger. Un autre élément qui est important, c'est aussi la partie attaque étatique. On se rend compte qu'il y a une professionnalisation des attaquants. Comment on le sait? Un exemple simple, il y a des campagnes de hameçonnage, de phishing. On se rend compte qu'elles durent à peu près 8 heures consécutives si on regarde un certain fuseau horaire. Donc on peut imaginer, avec d'autres recoupements, qu'elles peuvent venir de tel ou tel type de pays par ce type d'information. Et aussi tout ce qui est déni de service, où en fait on va chercher à faire tomber des sites. Et c'est quelque chose qui a aussi été beaucoup utilisé globalement lors de l'attaque d'Ukraine par la Russie. Ce sont uniquement des données qui sont issues du panorama de l'ANSSI. Les attaques par déni de service sont très basiques, c'est très facile à mettre en œuvre. Historiquement, la première attaque a été faite par la Russie sur l'Estonie en 2007. L'Estonie voulait se vanter d'avoir des services complètement numériques à tous les niveaux, des services étatiques. La Russie, c'est a priori des particuliers russes qui ont lancé une attaque lorsque l'Estonie a voulu enlever la statue du libérateur russe en 1945 d'un parc. En 3-4 jours, ils ont complètement effondré l'économie estonienne. D'accord, merci. Je me permets de rebondir sur vos points avec un exemple qui est l'attaque du SMS que vous connaissez sûrement tous, où vous promenez dans la rue et vous recevez un SMS vous invitant à payer une amende ou aller sur un site gouvernemental avec un faux lien à l'intérieur. Et ça m'amène à l'idée que la cybersécurité, ça passe avant tout par l'acculturation du collaborateur, mais aussi plus largement du citoyen aux problématiques et à la compréhension de comment fonctionne un système informatique. À savoir qu'il y a des bonnes pratiques qui sont mises en place. Typiquement, quand on parle d'un site gouvernemental, il va forcément se finir en .gouv.fr. Donc ça, c'est quelque chose de très simple, quelque chose d'élémentaire pour des étudiants ou des entrepreneurs qui travaillent dans le domaine de l'informatique, mais c'est pas aujourd'hui quelque chose qui est connu par tous.
Et la cybersécurité, c'est aussi accepter que tout n'est pas trivial et que acculturer ses collaborateurs et la population à des choses qui paraissent de prime abord très simples, c'est important et c'est ce qui peut éviter de tomber dans des pièges. Il faut dire aussi que les scénarios de hameçonnage sont de plus en plus sophistiqués et que de mon expérience, les hackers récupèrent des données qu'ils ont dû récupérer qu'ils n'ont pu que récupérer sur le réseau pour monter leur scénario. J'ai failli être victime au mois de septembre d'un scénario qui était tellement détaillé sur des actions que j'avais fait par des commandes que j'avais fait en Angleterre. C'était impossible qu'ils aient pas eu ces informations que par un piratage du réseau. Un point aussi, ça me fait penser, toujours sur cette problématique de DNS, il y a une faille de sécurité qui est connue et qui est réparée depuis. C'est la problématique sur les DNS de mettre des caractères dans certaines langues, typiquement l'araméen, avec un caractère très proche, par exemple d'un E, ce qui va faire que quand on va aller pointer sur ce site, on va avoir l'impression que c'est un E, mais comme informatiquement c'est compris comme un autre caractère, le DNS va nous linker sur une autre adresse IP et on va pouvoir se faire avoir et éventuellement mettre les codes de notre compte en banque ou des choses comme ça. Donc toujours dire que un novice se ferait avoir, un expert pourrait se faire avoir aussi s'il ne prend pas le temps d'analyser le certificat SSL. Donc toujours faire attention et aussi évaluer le risque. C'est-à-dire que si on va sur sa boîte mail, il n'y a peut-être pas forcément un risque précis. Si par contre on se retrouve déconnecté dans des circonstances qui nous paraissent étonnantes et qu'on nous demande notre mot de passe, peut-être faire attention, peut-être y réfléchir à 2 fois et là pousser l'analyse plus loin. Avoir une appréciation des risques qui fait qu'en fonction de la manière dont on interagit avec le système, on va être plus ou moins méfiant. D'accord, merci. Maintenant, vu l'ampleur des attaques, même l'ampleur des failles, que ce soit technologiques ou bien humaines, vous vous êtes confronté à vraiment beaucoup de défis en cybersécurité dans les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement ? C'est un peu comme ce que tu disais, Jonathan. En fait, le gros défi, il est surtout humain. Oui. Comme je disais, la sécurité, surtout là en France, n'est pas prise très au sérieux, ce qui explique en fait les attaques. Si vous suivez ce qu'on appelle déjà les règles de base de l'hygiène informatique, vous pouvez vous sentir, vous avez un niveau de protection, les sensibilisations. Les 80% des attaques viennent c'est du phishing. Donc là, quand on fait ce qui est courant dans les sociétés maintenant, c'est de faire des tentatives de phishing, disons, pédagogiques. Ça marche, on vous envoie, par exemple, nous on recevait des mails, on vous propose un super salaire pour aller travailler en Arabie Saoudite, communiquez-nous quelques informations intéressantes. 50% du personnel se fait avoir. Alors, pour reprendre en fait le lien entre ce que vous avez dit, l'hygiène informatique, l'ANSSI, qui est notre régulateur justement, comme tu parlais au début en fait de faire attention, de faire du sport, prévoit des règles qu'on appelle d'hygiène informatique. C'est souvent les règles de base pour les entreprises. Pour les grandes entreprises qui sont régulées, ces éléments sont pris en compte depuis très longtemps. Aujourd'hui, il y a tout un ensemble de réflexions, de scénarios, de défis qui sont beaucoup plus poussés. La prise en compte, et vraiment, moi j'ai démarré en 2000, il y avait déjà la prise en compte à ce moment-là. On n'a pas attendu les hackers pour essayer de s'en protéger. Et à partir du moment où on travaille dans les organismes financiers, on se rappelle qu'une des premières choses, c'est l'appât du gain, tout simplement. Donc qui on va aller attaquer ? Des gens, des entreprises, où il y a potentiellement un moyen de récupérer de l'argent. La partie dont tu parles, quelque part, c'était un peu avant une ancienne blague où on disait que l'élément le plus à risque dans un système d'information, il est entre la chaise et le clavier. L'être humain restera toujours justement un point d'entrée. Dans les entreprises, on fait exactement des tests de phishing. Alors, c'est beaucoup plus poussé, c'est plutôt faire croire des mails qui viennent du service informatique interne ou ce genre de choses qui auraient plus tendance à paraître légitimes, où là, il y a des réflexions qui sont faites auprès des utilisateurs. Et bien entendu, il y a forcément des gens qui réussissent, des gens qui se font avoir. Le but n'est pas de stigmatiser, le but est d'apprendre. Il faut que les gens se rendent compte, il faut mieux être victime d'une phishing sur son lieu de travail et qu'on dit attention, pour tel et tel élément que tu n'as pas vu dans le mail, généralement c'est quoi ? Un sentiment d'urgence.
quasiment toujours, on travaille sur les biais cognitifs. Ils connaissent très bien les biais humains. Tout ce qui est orthographe et autres, il y a quelques années, on voyait des mails mal écrits. Maintenant, c'est très bien fait. On peut même utiliser l'IA. Ça s'est bien amélioré. Voilà. Ça va faire appel à des fonctions qu'on peut connaître. Parfois, en fait, quelque chose de simple, on ne sait pas pirater, mais une personne qu'on connaît s'est fait pirater et les gens se font passer pour quelqu'un qu'on connaît. Donc, on peut recevoir un mail d'une personne, on va imaginer connaître, ou même dans le cas d'entreprise, comme ce que tu indiquais sur les noms de domaine, ça s'appelle du typo squatting, c'est le fait de changer des éléments. Un mail qui vient de BNP Paribas sans S à la fin, .com, c'est quelque chose qui peut être assez régulé sur les tests de phishing. Il faut toujours faire attention, réfléchir. Est-ce que c'est légitime? Est-ce qu'il y a un sentiment d'urgence? Qu'est-ce qu'on me demande? C'est compliqué, mais on peut y arriver. Pour revenir rapidement sur les défis dans les entreprises, on en a un petit peu parlé, ça a été en fait de faire changer la vision. Avant, la cybersécurité, c'était les empêcheurs de tourner en rond. C'était ceux qui voulaient absolument redémarrer, arrêter les services. Quand on avait une nouvelle idée, un nouveau produit, un nouveau système, on va interconnecter avec tel partenaire. Non, la sécurité est bloquée. Aujourd'hui, on se rend compte que la cybersécurité est importante. Et une citation intéressante, c'est on dirait que c'est quelque chose qui coûte trop cher. Il y en a trop jusqu'au jour où il n'y en a pas assez. Il y a une vraie réflexion de tous les métiers de manière globale, dans beaucoup d'industries, où justement c'est pris en compte. L'industrie, de manière générale, enfin les services nous aident à savoir ça. Quand il y a eu des blocages, par exemple Merck qui a été bloqué pendant plusieurs jours avec les ports qui n'ont pas pu fonctionner, ce genre de choses, ça parle. Quand un gros problème, genre SolarWinds, arrive quelque part, les entreprises, la première question c'est « et nous ?» Est-ce que ça pourrait nous arriver? Donc il y a ce changement de paradigme, il y a une meilleure réflexion, une meilleure prise en compte, et donc on arrive globalement toujours à être un peu en avance sur les attaquants. Pour revenir, nous, dès qu'on avait des nouveaux services et de nouveaux développements logiciels à faire, quand on commençait à parler de sécurité, c'était toujours l'argument qu'on me retournait, c'était « Ah ben non, on n'a pas le temps, on a déjà du mal à tenir les délais, on ne va pas encore se rajouter une couche de sécurité par-dessus, c'est pas possible, tu verras après. » Donc tu verras au moment de l'audit, et au moment de l'audit, c'est là que les vulnérabilités apparaissaient. Et là, quand je demandais, cette vulnérabilité, elle me paraît importante, il faut la corriger. Ah ben, tu te rends pas compte, on va remettre en cause des mois et des mois de développement et de tests, c'est pas possible. On fait avec. D'accord, je vous remercie. Donc, vous avez parlé un petit peu des mesures à mettre en place, surtout quand vous avez évoqué l'être humain, qui est le maillon le plus faible dans toute cette histoire de cyberattaque et menaces. Est-ce qu'il y a des audits que vous faites en entreprise, des scénarios d'attaque peut-être Oui, effectivement. Ou bien on attend carrément une attaque Typiquement, dans l'audit que je faisais pour la NSA, je passais des scénarios d'attaque, oui. Alors, on utilise des outils. Alors, il y a un outil qui est bien connu, c'est Kali, une suite agressive, qui est d'ailleurs assez amusante à pratiquer. Alors, ensuite, on adapte à l'environnement. On fait aussi appel à des outils du commerce, parce que les campagnes de test quand même duraient 3-4 mois. Ah, d'accord. Ouais. Et c'est à la fréquence de... on déployait pour chaque release, comme on sortait à peu près une nouvelle release logicielle sur l'infrastructure tous les ans, c'était au moins tous les ans, quoi. Et par contre, ce qui est important vis-à-vis des organismes régulateurs, comme l'ANSSI, ils sont bien conscients que les règles de l'ANSSI, par exemple dans la partie que je connais sur la sécurisation des systèmes Linux, il y a 80 règles. Ils savent quand même que vous ne pouvez pas tenir honnêtement toutes les 80 règles. Par contre, ce qu'ils veulent voir, c'est que vous les prenez pas pour des clowns, et que dans les premiers audits, ils vont avoir des tolérances, mais ensuite ils veulent voir une progression. C'est ça qui est important pour eux. Un point peut-être, vous avez dit que l'humain était finalement le maillon faible dans la structure d'une organisation en termes de cybersécurité. Je pense qu'on peut réfléchir en ce point, puisque, à mon sens, une trop grosse structuration et des process trop lourds peut amener finalement l'effet inverse, l'effet escompté inverse, et un manque de prise d'initiative de l'humain. Je pense que le nerf de la guerre, c'est de former l'humain à comprendre à quoi il s'expose, et de l'amener à prendre des décisions en conscience. Et on peut voir, il y a des anecdotes comme ça au fil de l'histoire qui montrent que
sur des attaques clés. Tous les process de sécurité ont été validés, étaient ouverts, mais c'est une intervention humaine parce qu'on a un sentiment que finalement ce qu'on voit passer devant nous est pas aussi précisément vrai que ça devrait être, qu'on le stoppe et qu'on décide de faire une analyse plus poussée. J'ai comme exemple qui me vient à l'instant un gros virement qui était fait par la Corée du Nord et qui devait transiter par l'Allemagne pour blanchir des fonds conséquents. Tous les voyants étaient ouverts et c'est un opérateur au niveau de la banque émettrice en Allemagne qui, sur une faute d'orthographe, a décidé de bloquer le virement et qui a évité finalement ces fonds frauduleux de pouvoir transiter. Voilà. À titre d'exemple, il y a aussi la célèbre anecdote sur les missiles américains qui auraient dû frapper la Russie, à savoir que c'était un bug au niveau de la centrale russe qui affichait sur les écrans que 3 missiles américains étaient apportés et se dirigeaient vers la Russie. Et là, l'opérateur dans le bunker avait 2 possibilités: envoyer une riposte qui aurait finalement déclenché une guerre nucléaire, ou attendre. Et il a finalement, envers et contre tout, décidé d'attendre avec cette logique. Et il s'est dit, si les Américains attaquaient, ce ne serait pas 3 missiles, mais ce serait 500. Donc c'est forcément un bug. En complément en termes de risque, en fait, dans les grandes entreprises régulées, on a fait tout un ensemble de méthodologies d'analyse de risque. Avant tout, on va définir qu'est-ce que l'on cherche à protéger, tout simplement. Après, on va regarder qu'est-ce qui peut être en termes de vulnérabilité, des scénarios de risque. Et on va amener nos scénarios de risque à réfléchir comment un attaquant pourrait réussir à infiltrer un système et ce genre de choses. Un point important, l'humain est un risque, mais il y a aussi globalement le maintien en condition opérationnelle, les évolutions des systèmes. Et un nouvel élément, donc il y a beaucoup de choses par lesquelles une attaque peut arriver. Un point important également, il y a une nouvelle réglementation qui arrive qui s'appelle DORA, qui va insister sur la disponibilité des systèmes, qui va impacter beaucoup d'entreprises. Et un élément qui est important dessus, c'est de se dire il faut regarder la chaîne des sous-traitants, mais pas juste on sous-traite. Le sous-traitant va faire appel à d'autres sous-traitants, ainsi de suite. Et on demande à garantir qu'il y ait des mesures de sécurité qui soient mises en place partout, parce qu'on a vu dans les news, tu en parlais de l'affaire SolarWinds, où en fait le système n'a pas été infiltré directement, mais par un sous-traitant. C'est le sous-traitant qui était le point d'entrée, qui a permis d'accéder au système d'information, d'y rester, et à ce moment-là, d'avoir des actions malicieuses. En termes d'audit et scénarios d'attaque, bien entendu, il y a des audits récurrents qui sont faits sur les grands systèmes. Il y a des équipes internes qu'on appelle les équipes de penetration testing, le red team, où en fait c'est les gens, les hackers éthiques, où eux mettent leurs compétences au service des entreprises pour sécuriser un système. C'est un peu comme si on disait on peut avoir une porte blindée, on peut faire tous les schémas que l'on veut, et bien il y a un moment, on demande à quelqu'un d'essayer de forcer le système. C'est une des dernières étapes. Dans beaucoup de sociétés, on ne met pas un système en production si ça n'a pas été testé. Mais à côté de ça, il y a beaucoup d'outils, automatisés ou autres, qui tournent régulièrement pour garantir que nos systèmes restent sécurisés. Puisqu'en fait, à un instant T, on prend un niveau de sécurité. Une semaine après, on peut avoir une configuration qui a été faite, un patch qui arrive, une vulnérabilité. Donc c'est vraiment important. C'est un travail qui se fait récurrente dans le temps et qui ne s'arrête pas, hélas. Bon, Stéphane, vous avez parlé tout à l'heure comment vous accompagnez un nouveau collaborateur dans les entreprises en général, surtout sur la cybersécurité. Je veux juste un petit mot sur la cyberassurance, puisque c'est une attaque finalement, il n'y a pas une assurance derrière, on ne peut pas se protéger par une cyberassurance, mais juste brièvement, car je vais passer à la blockchain. Donc, très brièvement sur la cyberassurance, il y a 2 niveaux. Il y a la cyberassurance pour les particuliers, pour les entreprises. Aujourd'hui, la cyberassurance, c'est un peu comme pour sa voiture. Si jamais on a un sinistre, on va avoir une contrepartie financière. C'est le principe qui est mis en place. Un élément qui est important à prendre en compte, c'est que pas mal de sociétés font appel, mais maintenant les cyberassureurs n'assurent pas n'importe comment. De la même manière que vous devez avoir votre permis, votre véhicule doit avoir passé le contrôle technique, vous devez respecter le code de la route, ne pas avoir bu pour être assuré. Les compagnies d'assurance vont demander un niveau de sécurité minimum et vont même accompagner les PME pour augmenter leur maturité en termes de sécurité, pour pouvoir
les assurer. Bon, maintenant, on va passer à la blockchain. Jonathan est content. La première question qu'on va se demander, quels sont les apports possibles, il existe certainement, que la blockchain peut nous fournir dans le but toujours donc d'apporter de la confiance, de la sécurité à nos systèmes. Bien sûr. Alors, déjà en premier lieu, ce qui me semble utile de dire, c'est que la blockchain, c'est un changement de paradigme. Un changement de paradigme entre des institutions qui, hier, étaient centralisées, où finalement une entité était la garante d'un registre, à des organisations qui sont aujourd'hui décentralisées, où on va avoir plusieurs tiers qui vont, par une certaine forme de coopération, être garants de ce registre. Ça nous amène 3 points clés. La notion de décentralisation, la notion de traçabilité et la notion d'immuabilité. Aujourd'hui, c'est des systèmes qui sont émergents. On a divers cas de figure qu'on évoquera dans la suite de la table ronde et qui, à mon sens, nous permettront de nous projeter sur un avenir possible. Aujourd'hui, c'est une technologie qui est émergente. C'est une technologie qui fait beaucoup parler d'elle par l'aspect des cryptoactifs. Mais un point qui me semble important à souligner aujourd'hui, c'est que les cryptoactifs, les crypto-monnaies, sont un cas d'usage de ce que permet la technologie blockchain. Un cas d'usage qui montre que cette technologie est robuste et que cette technologie, elle peut être utile et utilisée dans beaucoup d'autres verticales métiers. Et c'est ça qui, à mon sens, est passionnant. Merci. Bon, elle a des apports, cette technologie. Donc, crypto-monnaie, vous avez parlé un petit peu. Moi, les exemples que j'ai donnés, c'était plus des certifications numériques qui sont bien sécurisées, bien conservées. Il y a de la traçabilité derrière. Bon, maintenant, quels sont les risques et les vulnérabilités de cette technologie? Je pense qu'il y en a quand même. Il y a des risques, bien évidemment. En premier lieu, le changement de paradigme sur les technologies blockchain, c'est qu'on va donner plus de responsabilité à l'utilisateur. Quand on parle d'un environnement trustless, totalement décentralisé, donc sans confiance, avec cette notion, on va séparer la notion d'environnement custodial et d'environnement non custodial. Qu'est-ce que ça signifie? Un environnement custodial, c'est typiquement votre banque, où vous allez mettre votre email, votre mot de passe et avoir un code de sécurité. Et si vous le perdez, ce mot de passe, vous pouvez le changer en appelant le service client. Ça, c'est un environnement custodial. Non custodial, c'est vous êtes détenteur de votre clé privée, cette clé privée qui est une sorte de grand mot de passe. Et si vous le perdez, personne ne peut vous le rendre. Ça, c'est un changement de paradigme et ça va, à mon sens, dans la continuité de ce qu'on disait en introduction. Ça passe par une acculturation et une formation, en fait, des individus à ces technologies. Passer sur un système totalement décentralisé et trustless du jour au lendemain, ce serait catastrophique, puisque on se rend bien compte que, quand on regarde nos contemporains, que la majorité des gens ne sont pas encore capables de pouvoir gérer une clé privée et d'en assumer les conséquences. Donc ça, c'est à mon sens, un risque important et qu'il ne faut pas prendre à la légère. Donc on voit aujourd'hui que dans l'écosystème, on a des stratégies qui se mettent en place, notamment une fragmentation qui passe par la possibilité éventuellement d'avoir une partie des interactions avec la blockchain qui se ferait par des tiers de confiance, qui seraient détenteurs de cette clé privée et qui vous permettrait d'accéder à vos cryptoactifs et aussi à votre identité numérique par le biais d'une identification, et une autre partie des utilisateurs qui seraient suffisamment assertifs et qui pourraient eux-mêmes prendre le risque de détenir leur clé privée. J'insiste sur un point tout de même, c'est que ce changement de paradigme, il est étonnamment intéressant parce qu'il nous offre un rapport à la propriété qui est différent. Aujourd'hui, vous n'êtes pas... on fait une minute philosophie, je me permets. Aujourd'hui, on n'est pas propriétaire pleinement, par exemple, de sa voiture ou de sa maison. Simplement, sur un registre, il est écrit que vous l'êtes.
si l'entité qui contrôle ce registre change, en une rayure et une réaffectation, vous perdez votre propriété. Ce qui est intéressant avec un système décentralisé, à partir du moment où il est véritablement décentralisé, c'est qu'en fait, cette réassignation ne peut pas être exercée et que vous restez pleinement propriétaire de votre actif, même si un jugement décide le contraire. Et ça, c'est à mon sens un point qui est important à comprendre quand on parle de blockchain et de système décentralisé. On va donner aussi la parole aussi brièvement, Stéphane, s'il te plaît. Donc, on ne va pas répéter les mêmes vulnérabilités. Je sais que vous avez beaucoup, donc on va ajouter quelques-uns. Ce slide, si je peux faire résumer, c'est un slide qui est issu en fait du catalogue d'attaques qui a été publié donc, par le campus cyber auquel j'ai participé. L'idée est juste de dire que la blockchain, c'est une technologie informatique. Donc tout système informatique, vous avez un site web, une base de données, il y a des risques. Ça, c'est juste des éléments sur lesquels on peut attaquer une blockchain. Et on en voit qu'il y en a plein de nouveaux qui n'existaient pas initialement. Donc les risques en termes de blockchain, il y a les risques globaux de l'informatique, des systèmes IT, et des éléments très spécifiques. Tu as parlé par exemple de la gestion des clés. On est propriétaire de ces clés. Si les clés sont perdues, on perd tout. Point. Problème de décentralisation. Enfin, on pourrait revenir dessus, mais l'idée c'est juste d'amener cette vision qu'il y a des éléments spécifiques à regarder pour des projets blockchain. Oui. Vous voulez défendre un peu? Non. Vos slides à vous? Oui. Laquelle vous voulez? Celle-là? Vous voulez parler un petit peu? Oui, non, 2 minutes. 2 minutes pour vous. Voilà, je ne suis pas très familier de la blockchain. Bon, d'après ce que j'ai compris, il y a quand même des aspects intéressants, surtout au niveau de l'identification, authentification. Aussi, ça peut être intéressant pour une technologie d'accès réseau qui se développe. Donc, on parle beaucoup, c'est les réseaux à accès de zéro confiance, les ZTNA. Didier, il y aura une question pour vous sur la cybersécurité. On va donner la parole, s'il vous plaît, à Jonathan pour qu'il explique un petit peu qu'est-ce qu'on voit. Alors, l'idée, c'est de présenter 4 types d'attaques. Donc là, on va pas parler de Bitcoin, on va parler d'Ethereum et plus largement des réseaux EVM. Donc Ethereum et tous les L2, que ce soit Binance Smart Chain, Polygon, Base, etc. Donc ça, c'est public? C'est public, mais en fait, si on peut scinder en deux, on a Bitcoin qui est, on va dire, l'asset de valeur qui marche en proof of work et qui un petit peu cet or numérique, cette réserve de valeur, et on a les réseaux EVM, donc avec Ethereum qui est la fondation et un certain nombre de blockchains connexes qui sont plutôt des blockchains programmables et qui vont permettre de pouvoir lancer des applications et exécuter des smart contracts. Non pas qu'on puisse le faire avec Bitcoin, mais c'est pas utilisé comme ça, donc on n'en parlera pas. Et donc, typiquement la DeFi, cette plateforme d'échange décentralisé, cette finance décentralisée qu'est la DeFi, est sur Ethereum et sur ses chaînes collatérales. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, il y a un certain nombre de menaces, un certain nombre de risques quand on est dans cet écosystème. Et donc, voilà, j'en ai listé 4. La première, c'est la problématique des smart contracts. Donc, quand on crée un smart contract, donc c'est tout simplement un certain nombre d'instructions qui sont généralement simples. On va le publier sur la blockchain. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la blockchain, il y a cette notion d'immuabilité. Ça, c'est un avantage quand on veut tracer de la donnée, mais ça peut aussi être un désavantage. Typiquement, si on envoie un programme qui est buggé, on ne pourra pas le fixer. Donc c'est pour ça que quand on développe sur la blockchain, il faut faire extrêmement attention à la qualité de son code, à la review, aux audits qu'on va faire, avant de pouvoir le lancer et avant de mettre des fonds dedans, puisque sinon en fait on a une cocotte minute qui explose en plein vol et on n'a aucune possibilité de l'arrêter. Ça c'est le premier point. Donc quand on parle de code is law, ça peut avoir ses avantages, puisque ça peut nous permettre de pouvoir avoir quelque chose qui fonctionne de manière totalement automatique et efficiente, mais si on a un bug, on est incapable de le résoudre. Donc ça, faisons attention à ça. On a la problématique... Non. C'est bon, avec les 2 types, c'est bon. Donc je vais essayer d'avancer car il nous reste encore 7 à 8 minutes. Oui, excusez-moi. Donc, je vais vous donner la parole aussi à vous. Donc, maintenant, les conseils. Si on va vous demander quels conseils vous voulez donner à une entreprise
qui a envie d'utiliser la blockchain pour renforcer la confiance numérique. Est-ce qu'il y a des conseils bien précis que vous pouvez donner? Le premier conseil que je donnerais, c'est de ne pas utiliser la blockchain parce que c'est à la mode ou parce que cette idée de décentralisation et de registre partagé amènerait une certaine forme de sécurité ex nihilo. Donc faire une étude. Donc finalement, comme je le disais tout à l'heure, la blockchain est un outil. La blockchain finalement, de la même manière qu'un système relationnel SQL ou un système MongoDB, c'est une base de données. C'est une base de données qui, by design, répond à un certain cas d'usage, ce cas d'usage qui est la double dépense. Donc si on est une entreprise, il faut faire un état de l'art. Il faut simplement se poser si, dans la manière de répondre à nos problématiques, la blockchain peut être une issue favorable ou pas, mais ne pas faire de la blockchain pour faire de la blockchain. D'accord. Et si on vous demande de prioriser peut-être un secteur particulier où la blockchain peut apporter quelque chose de spécial, de particulier? Il y a forcément les domaines liés à la finance. Déjà pour une raison simple, aujourd'hui on se rend compte qu'il y a une forme de séparation entre ce qui est la finance traditionnelle et la finance décentralisée. Donc ça inquiète un certain nombre d'institutions, typiquement la BRI ou un certain nombre de banques centrales qui s'inquiètent de cette fragmentation sur le marché secondaire entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée. Donc cette idée de réunification, qui dit réunification dit un meilleur contrôle réglementaire. J'avais noté un exemple qui me semble intéressant. Faut savoir que la Banque de France travaille sur les problématiques blockchain depuis des années maintenant. Elle a développé en interne sa propre blockchain qu'elle appelle DLT3, il me semble, qui est une blockchain permissionnée, qui a vocation à être interopérable avec les blockchains publiques, donc blockchain publique Ethereum. Et une petite aparté là-dessus parce que c'est intéressant, sur le système de monnaie, on peut distinguer deux types de monnaie. La monnaie de détail, qui est la monnaie qu'on utilise tous les jours quand on va acheter notre pain chez le boulanger, et les monnaies interbancaires, les fameuses MNBC, qui sont les monnaies régulatrices. Je pense que Stéphane pourra en parler un peu plus, et qui permettent d'équilibrer les comptes entre banques. Et il y a cette idée de se dire qu'on pourrait utiliser les blockchains pour faciliter et rendre plus efficients ces échanges. Et une anecdote qui est intéressante et qui est assez récente, c'est la Société Générale qui a sa filiale Forge, très, très active dans l'écosystème de la blockchain, qui récemment a réalisé avec Chiché une opération pour collatariser, excusez-moi, un actif financier sur Ethereum. Donc l'idée, ils avaient des obligations contractualisées en 2020. Ils les ont publiées sur la blockchain Ethereum comme tiers de confiance pour prouver finalement cet asset tokenisé. Et ça leur a permis de pouvoir faire cet échange et le justifier auprès de la BCE. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est utilisé au quotidien, mais c'est plutôt une preuve de concept qui montre que d'une manière réglementaire... Sur le côté écologique, un mot. Oui, je vais lui donner la parole. Pour ou contre, c'est pas permis de dire neutre. Plus pour ou bien plus contre, côté écologique et environnemental. En un mot, ça va pas être possible. Juste un point précédent, en fait, les institutions financières s'intéressent aux crypto-assets par la technologie, mais pas aux crypto-currency. C'est un point qui est très important. Et comme tu l'indiquais, ça peut aider à fluidifier certains échanges. En fait, les registres sont dans les banques, dans les institutions, par un élément commun qui va permettre, en fait, toujours pareil, de partir d'un besoin métier, de trouver la bonne techno pour justement travailler là-dessus. Aujourd'hui, Ethereum est un réseau public et donc il y a des émissions de titres qui peuvent être faites dessus. C'est juste sur ce point-là. Sur le parti écologique, je pense que c'est une vraie problématique. On ne peut pas répondre oui ou non, ça dépend déjà des types d'algorithmes. Aujourd'hui, pour le consensus, entre autres Ethereum, qui est une des premières blockchains, est passé d'un consensus qui était consommateur de ressources, le Proof of Work, qui est utilisé aujourd'hui pour le Bitcoin, à du Proof of Stake, qui a une consommation énergétique à peu près 99,9% plus faible.
Donc la consommation d'énergie n'est pas une obligation, ça dépend en fait du réseau, ça dépend de la philosophie, ça dépend d'énormément de choses. Et on va pouvoir trouver des cas d'usage de blockchain qui sont très proches des attentes écologiques. Et entre autres, ce sera forcément vers ce type de consensus qu'iront les organismes régulés pour s'intéresser à la blockchain. Didier maintenant. Bah, je vais vous demander une autre question. Oui. Intelligence artificielle et cybersécurité. Dites-moi quelque chose. Ça, c'est un des domaines à la mode, effectivement. Voilà. C'est pourquoi je vous demande une question à la mode. Il n'est pas seulement à la mode, parce qu'on a quand même, chez Alcatel, on a quand même commencé à regarder déjà l'intelligence artificielle il y a bien 10 ans. Oui, les apports sont intéressants, parce que Donnez-moi une application. Dans le quotidien de la sécurité, on a par exemple besoin d'analyser énormément de fichiers de log. Donc l'approche traditionnelle, si on faisait des scripts sous Bash, des environnements X, on recherche des mots-clés. Et avec l'intelligence artificielle, on peut aller beaucoup plus loin. Et ça c'est effectivement très intéressant. Donc on peut espérer avoir une sécurité qui est plus dans la solide mesure où on automatisera et on gagnera beaucoup de temps, oui, effectivement, ça augmentera la sécurité. Parce que l'analyse des logs, c'est quand même une grosse partie du travail de la sécurité au quotidien. Vous êtes d'accord, Stéphane? Complètement. L'intelligence artificielle va permettre d'aider à la réalisation de tâches qui pourraient être laborieuses, va permettre, par exemple, pour l'analyse en fait, de logs, de corréler des éléments en fait, qu'on ne verrait pas, des signaux faibles. En fait, un élément ici, un élément là, perdu dans un océan de données. Grâce à l'IA, on va pouvoir commencer à corréler. Il y a énormément de capacités. L'IA va aider à la cybersécurité, tout ce qui est détection, potentiellement même de la réaction anticipée. Il y a énormément de champs possibles. Et même au quotidien, on va pouvoir en fait poser des questions sur la cybersécurité auxquelles une IA va nous aider à répondre. Donc là, il y a vraiment un champ des possibles énorme. Et énormément d'éléments sont en train d'être mis en place. Par exemple, Copilot, qui est l'offre principale de Microsoft, qui est reliée en fait à tous ces éléments, a déjà sorti Microsoft Security for Copilot, qui est dédié aux questions de sécurité, à laquelle une IA va vous aider à répondre, va vous aider à analyser potentiellement vos assets pour trouver en manière proactive des vulnérabilités ou autres. Je voudrais quand même ajouter un point, c'est que là, on se place du point de vue de ce qu'on appelle la cybersécurité défensive, mais il faut être aussi très conscient que il y a l'aspect offensif et les méchants hackers ne se privent pas d'aujourd'hui d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc c'est à double tranchant. On est toujours dans un conflit, dans une course classiquement on disait entre l'épée et le bouclier. C'est exactement ça aujourd'hui. C'est à celui qui va réagir le plus vite, sachant que les attaquants ont l'avantage. Parce que ils ont que ça à faire. D'accord. Une dernière question avant de passer la parole au public avec leurs questions à eux. Donc une curiosité toujours qui me vient. Si on va parler gender speaking, femmes-hommes, qu'est-ce que vous dites dans vos domaines? Vous n'allez pas me dire l'exemple de la table ronde. C'est pas gagnant comme ça. Donc vous avez des femmes dans vos travail qui font de la cybersécurité ou... Pour être honnête, soyons honnêtes. Pour être honnête, mon expérience, quand j'ai commencé à travailler, il y avait relativement beaucoup plus de femmes qu'aujourd'hui dans le domaine. Et maintenant, c'est devenu comment? Effectivement, on s'aperçoit que c'est un milieu très masculin. D'accord. Mais je crois que l'explication, elle est assez simple. C'est celle qu'avait donnée notre directeur, qui était pourtant un Finlandais, donc la vision européenne. C'est simplement que beaucoup de femmes se sont désintéressées des études scientifiques. Comme la culture à la base est quand même scientifique. On est dans une école d'ingénieurs, mais c'est une constatation. Avant, il y avait comparativement beaucoup plus de femmes dans la profession. Alors, dans les grands groupes comme BNP Paribas, en fait, on cherche bien entendu à obtenir une égalité. On essaie de promouvoir justement d'avoir en fait si possible un nombre supérieur de femmes à ce qui avait lieu auparavant. Comme vous l'avez indiqué, à partir du moment où on a un travail qui est qualifié, ça démarre au niveau des études. Il faut déjà commencer à ce que les jeunes filles, les femmes s'intéressent à l'informatique, et elles commencent à être là de plus en plus, et après elles vont pouvoir grandir les grands des écoles et arriver dans les entreprises. De manière générale, il y a aussi pas mal de capacités en fait à changer en fait de cursus pendant sa vie professionnelle, et donc de faire des formations en cybersécurité. Il y a des programmes spécialement pour femmes pour justement les aider à entrer dans ce domaine et qu'il y en ait plus dans la profession.
Juste un point rapidement sur la partie ingénieur en cybersécurité. Globalement, en fait, la cybersécurité, il faut qu'on puisse à peu près 10% de l'IT d'une grande société. Ingénieur, on ne peut pas forcément le qualifier parce qu'en fait, la cybersécurité peut être faite par des gens de niveaux d'études différents, avec des études qui peuvent être spécialisées ou non en cybersécurité, et aussi un apprentissage en autodidacte. Donc on ne peut pas forcément donner cette information, mais il y a 10%. Et pareil, dans toutes les équipes, aujourd'hui, au quotidien, j'ai pas mal de collègues femmes, je pense à peu près entre 30 et 50% selon les équipes. Plus on va entrer dans la technique de manière générale, potentiellement il y aura un peu moins de femmes. Quand on va tomber sur des parties fonctionnelles, il y en aura potentiellement plus. C'est des grandes catégories, il faut regarder, il y a des études là-dessus beaucoup plus précises. Jonathan? Il est vrai que quand on regarde, que ce soit dans les différents salons, même en termes de recrutement, il y a une majorité masculine. Je pense que c'est aussi un sujet qui est générationnel et qu'il faut le temps, de passer une ou deux générations pour que les choses s'équilibrent à ce niveau. D'autant plus que, et c'est un peu ma marotte du soir aujourd'hui, la cybersécurité, il ne me semble pas que c'est quelque chose d'infiniment technique. Je pense que c'est avant tout des bonnes pratiques et que à partir du moment où on est acculturé et qu'on a une bonne intuition, on peut être très pertinent. Et donc il n'y a pas de raison que ça intéresse moins les filles que les hommes. Je vois pas de discrimination a priori. Ouais. Visiblement, elle se fait a posteriori, donc autant que ça change. C'est juste qu'il faut encourager peut-être les femmes un peu plus pour aller dans les domaines qui sont, comme vous voulez dire, dans des domaines de sciences. Mais je crois que c'est général. Beaucoup d'écoles constatent ce problème. Ouais. Et donc nous, on le ressent forcément au donc niveau des recrutements. Merci. Donc on va donner la parole au public. Alors n'hésitez pas à lever bien la main. Je vous apporte un micro puisque tout passe par le micro. Donc pour les questions, levez bien la main. Présentez-vous et parlez bien fort dans le micro. Comme nos invités. Bonjour tout le monde, David Olivier, je suis de la société Exalt et je suis aujourd'hui au CESI en tant que P20 et MSSRI de la promotion 2014 et 2015. Et j'ai une question pour nos invités sur notamment lorsque en tant qu'utilisateur on reçoit un message et qu'on veut faire le scan de ce message, un petit peu l'hygiène du message, mais surtout pour des formats qui sont, j'ai envie de dire, les règles sont faciles à appliquer lorsqu'on est sur un format, on est sur notre PC, on peut faire du scan, un certain nombre de points clés qui sont intéressants. Là où je voudrais en venir, c'est pour des formats qui sont de plus en plus courants, mais beaucoup plus difficiles à utiliser pour faire du scan, notamment les montres connectées, les smartphones, etc., sur lesquels on va avoir beaucoup plus de difficultés à, aller regarder survoler une adresse mail pour aller regarder le lien, par exemple. Quelles sont vos préconisations? Comment faire justement ces points de contrôle lorsqu'on est sur des formats qui sont beaucoup plus petits? Si je comprends bien, c'est plutôt ce qu'on appellerait plutôt les objets connectés, donc qui est la question. Oui. Ça va être les objets connectés notamment, mais globalement tout ce qui va être avec une interface tactile, qui est globalement j'appuie sur lien en faisant le contact, alors que par exemple sur un PC, je peux survoler le lien sans cliquer dessus. Sur les objets connectés, du point de vue de la sécurité, il y a un problème qui est bien connu, c'est simplement le mot de passe. Les objets connectés souvent le constructeur vous met un mot de passe par défaut et on constate que le mot de passe par défaut est rarement modifié. Donc ça, les hackers sont bien au courant du fait qu'on trouve facilement le mot de passe par défaut sur Internet. Je ne sais pas si c'est la réponse que vous attendiez. Il me semble que votre question elle est plus en fait si je reçois un mail sur un équipement connecté, est-ce que je peux quelles sont les bonnes pratiques pour éviter en fait que ce soit une pièce jointe verrouillée ou autre? Tout à fait. Alors en fait, je dirais quelque part, c'est comme sur son ordinateur. En fait, quand on reçoit une pièce jointe, on peut voir le sujet, pareil. Est-ce que ça fait appel à bien humain? Regardez le mail d'où est-ce qu'il vient.
En fait, globalement, les possibilités sont les mêmes. Sur un ordinateur, on va avoir des éléments en plus, comme vous l'avez indiqué. S'il y a un lien, on va pouvoir potentiellement regarder en fait le lien si ça mène au bon endroit. Mais en termes de réflexion, il faut avoir les mêmes. Si on se pose une question, c'est peut-être mieux dans ces cas-là d'attendre d'être sur une machine, sur un PC pour l'ouvrir. Et aussi après, il y a sur PC, enfin sur ordinateur de manière générale, il y a pas mal de services en fait gratuits pour les particuliers qui permettent de scanner les pièces jointes. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes sont principalement liés aux pièces jointes. Il y a tout un ensemble d'éléments qui existent, qui vous permettent d'aller vérifier votre pièce jointe, est-ce qu'elle est verrouillée ou pas avant de l'ouvrir. Et effectivement, enfin, je peux rebondir par rapport à mes deux co-intervenants. C'est une question qui me semble très légitime et intéressante, puisque ça demande à arbitrer entre UX, facilité d'utilisation, et un système sécurisé. Et donc c'est un questionnement qui est complexe. Et je pense qu'il faut avoir une appréciation des risques qui est personnelle à sa situation et à celle de son entreprise. Et de la même manière que sur des sujets un peu plus touchy, comme par exemple quand on manage des crypto-assets, on ne va pas laisser sa clé privée sur son device. Il faut partir du principe qu'un device connecté, que ce soit une montre ou un téléphone, est par définition non sécurisé, et qu'on va pouvoir y traiter uniquement des choses de la gestion quotidienne, et que tout ce qui est possiblement, tout ce qui est plus complexe et sujet à des décisions plus graves, plus importantes, on va le déléguer à des devices qui par design permettre une meilleure appréciation des risques, et pourquoi pas avoir une gestion de la même manière qu'on peut faire des signatures partagées, d'avoir une gestion des risques où on va peut-être avoir 2 collaborateurs sur une réponse, sur une prise de décision. Faire attention effectivement aux devices où on va avoir une ouverture automatique de liens, des chargements d'images en automatique, parce que derrière une image, en fait, on va pinguer un serveur et donc on peut télécharger du code malveillant. Il y a plein de failles de sécurité comme ça, et les téléphones, les objets comme ça avec un UX et un UI très, très simplifiés, ils sont plus sujets par définition puisqu'ils sont plus simples. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une statistique qui indique que typiquement un foyer américain dispose de 50 objets connectés, donc ça augmente mathématiquement la surface, ce qu'on appelle la surface d'attaque, et donc des vulnérabilités. Oui. Donc il y a forcément un problème de gestion de ces vulnérabilités de ces devices. Et pour un particulier, ça me paraît assez difficile. C'est là peut-être où l'intelligence artificielle va aider un peu. Espérons-le, ouais. Mais Hamad, c'était quoi ta question, s'il te plaît? Moi, j'ai 2 questions si on a le temps. Oui, vas-y, rapidement. Ok, la première question, c'est si j'ai bien compris de votre intervention, l'utilisation de la blockchain, c'est pas très crypto-monnaie comme ce qu'on sait, mais c'est plus une technologie qui va être utilisée selon un besoin. Donc moi, ma question, ce serait quelle corrélation pourrions-nous faire, nous, parce que les utilisateurs de tous les jours ne seront pas confrontés réellement à l'utilisation de la blockchain dans tous ces aspects, mais quelle corrélation on peut faire entre cybersécurité et la technologie de la blockchain pour conclure un peu sur une alliance possible pour une entreprise plus sûre. Si quelqu'un a une connaissance des 2 sujets. C'était la première question. Ça, c'est la première question. Et la deuxième? La deuxième question, c'est... Peut-être on va répondre à la deuxième. Vas-y. C'est quoi la deuxième question? Ok. Pour tous mes collègues qui sont étudiants, c'est... Souvent, on nous dit qu'en cybersécurité, il y a un manque de professionnels. Et on remarque que de plus en plus, il y a des gens qui vont vers la cybersécurité, ce qui fait que, le marché est comme il est, peut-être, on ne sait pas, mais c'est en tant qu'étudiant, en tant qu'élève, pour tous mes collègues, qu'est-ce qu'il en est réellement du marché pour vous qui êtes des professionnels? Quels conseils pouvez-vous nous donner pour la suite de nos études? Parce que c'est un peu ça le but. On commence par la deuxième question? Ou bien vous avez une réponse pour la première? Je peux proposer un élément de réponse pour la première question, qui est de dire que by design, par conception, la blockchain n'est pas un outil qui vient, n'est pas une brique technologique de plus à ajouter au set, au panel de la technologie qui permet d'améliorer la cybersécurité. La blockchain, quand on parle de blockchain publique, c'est un réseau décentralisé, c'est une infrastructure technique qui permet à des utilisateurs de faire des transactions. Je me permets l'analogie, c'est une analogie que je pense pertinente, de comparer la blockchain en termes d'infrastructure à Internet. C'est-à-dire que vous allez utiliser un réseau distribué qui est Internet, vous allez utiliser les couches du réseau
et des protocoles IP pour communiquer entre les machines. Ça, c'est la structure de base. Et sur cette structure de base, il y a des failles qui sont possibles, il y a des failles qui émergent, et la cybersécurité est là pour tenter d'y remédier. Quand vous utilisez la blockchain, du terme blockchain public, vous êtes sur un autre layer, vous avez un système transactionnel distribué, et donc par définition, vous vous exposez à des failles de sécurité possibles. On en a évoqué quelques-unes tout à l'heure, il y en a d'autres. Et donc le rôle de la cybersécurité, c'est de comprendre comment ces réseaux distribués fonctionnent, c'est de comprendre là où des failles sont possibles, et c'est de venir apporter des réponses technologiques à ça pour sécuriser les utilisateurs et les entreprises. Sur la deuxième, oui, on manque globalement en France, et même il y a un besoin global de professionnels en cybersécurité. En fait, c'est comme justement il y a de plus en plus de prise en compte, il y a de plus en plus de besoins, entre autres DORA, dont j'ai parlé tout à l'heure, une réglementation qui va s'appliquer en fait à énormément d'entreprises, voire même de taille moyenne. Il va y avoir besoin de personnes pour s'en occuper. Donc oui, la cybersécurité est aujourd'hui un secteur qui amène à du recrutement, qui amène à des carrières très intéressantes, très longues. Il y a énormément de choses à faire, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. On a une question encore dans le public. Merci pour la présentation. Donc, Mohamed Begassem de Saisie Nanterre. J'ai une petite question par rapport à blockchain. Tout à l'heure, on a parlé de décentralisation des blockchains. Est-ce que ça réduit le risque des attaques internes ou de manipulation malveillante au sein de réseaux? Je pense que oui. Il y a quand même un aspect très intéressant, c'est quand même que la blockchain permet d'authentifier de manière sûre des transactions. Donc, c'est quand même une problématique qui se pose, en particulier dans les domaines militaires. Effectivement, domaine militaire par extension aussi dans le domaine civil. Tout à fait. J'ai une slide justement qui répond à la question, ça tombe bien. Ça n'a pas été préparé en amont. Hein, celle de l'autre. Encore? Ouais, voilà. Dans l'écosystème des crypto-monnaies, des crypto-actifs, des blockchains de manière plus particulière, on parle souvent d'un trilemme. C'est Vladimir Buterin, qui est le cofondateur d'Ethereum, qui l'a exprimé comme tel. Ce que dit ce trilemme, c'est qu'on peut, sur le triptyque décentralisation, scalabilité, c'est-à-dire la capacité qu'on a à traiter beaucoup de transactions, et sécurité, on peut optimiser que 2 points. C'est-à-dire qu'une blockchain qui va être très efficiente et qui va permettre un grand nombre de transactions va, par définition, soit être moins décentralisée, soit être moins rapide. Et donc, il faut arbitrer selon cette problématique-là. Bien entendu, il ne faut pas le prendre comme un état de fait. Il y a des recherches en cours et il y aura peut-être un nouveau paradigme de blockchain qui permettra de rendre efficient ces 3 points en même temps. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il faut, et on se rend bien compte que parmi toutes les initiatives qui existent aujourd'hui et toutes les blockchains qui se concurrencent sur la capacité transactionnelle, à chaque fois, on est dans cette problématique-là. Pour répondre à la question de manière plus précise, finalement, quand on parle de décentralisation, qu'est-ce que c'est? On a un registre. Un registre, c'est simplement un livre sur lequel on va avoir un état transactionnel. Donc ça peut être un tableau Excel où on va indiquer l'ensemble de la circulation de l'argent. Ce tableau Excel, si on a 3 personnes qui en disposent une copie, vous vous rendez bien compte que si on a une des 3 personnes qui décide de le modifier et qui décide d'imposer sa vérité aux 2 autres, les 2 autres vont lui dire « Attends, non, on ne va pas accepter ta modification puisque nous, on n'a pas cette copie chez nous. » Si au lieu d'avoir 3 personnes, on en a 3000, on a un système qui par définition est plus efficient. Ensuite, la problématique, le questionnement qu'on a, c'est parmi ces 3000 personnes, quelles sont les règles du jeu qui vont leur permettre de se mettre d'accord sur un état, sur quelle est la vérité du registre. Et ça, en fait, ces règles du jeu-là, on appelle ça le consensus. Quand on est en blockchain, on parle généralement de différencier la chaîne canonique des chaînes parallèles. La chaîne canonique, finalement, c'est dans un système de proof of stake, quelle est la chaîne qui a récolté le plus de votes.
donc dans notre cas de registre partagé. Et dans un système proof of work comme Bitcoin, on parle de la chaîne canonique, c'est la chaîne qui a récolté le plus d'énergie, puisque sur Bitcoin, pour valider un bloc, il faut dépenser de l'énergie, il faut dépenser du pétrole, de l'électricité et de l'éolien. Donc la chaîne canonique, c'est par corrélation la chaîne qui a capté le plus d'énergie physique. Oui, bon. On va vous remercier. Oui, on va continuer les échanges dans un deuxième temps avec les personnes présentes. Voilà, on va devoir conclure. Rima, si tu veux bien conclure cette table ronde. Je vous remercie beaucoup d'être présent pour notre table ronde, pour l'intérêt que vous avez porté. Je remercie beaucoup mes intervenants. C'était un plaisir, franchement, de vous avoir, d'échanger avec vous et d'apprendre un petit peu sur la blockchain et la cybersécurité qui est toujours en évolution. Je vous remercie beaucoup et je vous invite à, pour ceux qui ont envie de continuer à échanger avec nos intervenants, donc il va y avoir maintenant un pot qui est juste à la sortie à votre gauche, donc vous pouvez profiter selon leur disponibilité, donc avec des petites questions que vous allez continuer à leur poser et échanger, peut-être avoir plus d'informations sur ces deux domaines. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous et merci à ceux qui nous ont regardés. Je vous invite à nous rejoindre le mois prochain, donc le 21 janvier. On vous attend pour un sujet, le hors-site, le futur de la construction durable avec notre département, donc BTP, qui nous fera le plaisir d'organiser cette table ronde. À très bientôt et on se retrouve tout de suite pour les personnes présentes. Merci à vous encore.